Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les travaux de la 36e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendront les 9 et 10 février en Éthiopie. Un rendez-vous qui réunira les chefs d'État et de gouvernement du continent autour de la réalisation des aspirations de l'agenda 2063. J-15 avant l'élection présidentielle du 22 février au Togo. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant, Faure Gnassingbe, son représentant dans la campagne électorale, le ministre togolais des droits de l'homme, chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimois, est l'invité de cette édition. Et le plan de restructuration de la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways a été dévoilé le 6 février. 8 liaisons internationales vont être fermées pour tenter de donner un nouveau souffle économique à l'entreprise en perte de vitesse depuis 2011. Le 33e sommet ordinaire de l'Union africaine se prépare. L'événement se tiendra les 9 et 10 février à Addis Abeba en Éthiopie sur le thème « Faire taire les armes pour créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». Un rendez-vous décisif pour l'avenir du continent dont l'agenda s'annonce très chargé. Reportage de notre envoyé spécial en Éthiopie, Frater Ndiaye Senga. Cela fait déjà quelques jours que la capitale éthiopienne vibre au rythme du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Du 9 au 10 février, les discussions porteront sur le thème « Faire taire les armes en créant des conditions propices au développement de l'Afrique ». Au siège de l'organisation continentale, des réunions et des conférences se succèdent pour préparer le menu du grand jour qui s'annonce très chargé. La volonté et les efforts mobilisés afin de bâtir l'Afrique que nous voulons sont menacés d'être sapés par le défi sécuritaire. La montée en puissance des terroristes et extrémistes djihadistes, attestée par des attaques meurtrières à répétition, qui endeuillent nos populations, jette les survivants sur la route de l'exil et du déplacement forcé. Ceci constitue un sujet permanent de préoccupation. Pendant le sommet, il sera également question de discuter de la contribution de l'accord sur la zone de libre-échange continentale à l'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes et de mettre fin aux conflits armés en Afrique. Il existe de nombreuses voies pour faire taire les armes en Afrique et la prospérité est l'une d'entre elles. La zone de libre-échange continentale, qui est un autre projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, peut être mise à profit pour assurer la meilleure prospérité possible pour les Africains. Et en même temps, ce projet pourra être un moyen de faire taire les armes. L'autonomisation des femmes, l'intégration économique et la bonne gouvernance sont autant de défis que devra relever l'Afrique du Sud, qui prend officiellement la présidence de l'Union africaine lors de ce sommet. La question de la sécurité en Libye s'annonce aussi comme l'un des sujets sur lesquels devront s'attarder les chefs d'État dans leurs discussions. La campagne électorale est en cours au Togo pour les 7 candidats en lice en vue de l'élection présidentielle du 22 février. Une élection à laquelle le président sortant, Faure Gnassingbe, participera pour tenter de briguer un 4e mandat. La nouvelle constitution adoptée en mai 2019, qui n'est pas rétroactive, permet au chef de l'État sortant de se représenter. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Christian Trimois, ministre togolais des droits de l'homme, qui est aussi représentant du président sortant Faure Gnassingbe dans la campagne électorale. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour garantir un scrutin incontestable à l'élection présidentielle du 22 février? Oui, je voudrais vous assurer et assurer tous ceux qui suivent avec nous cette importante échéance électorale que le gouvernement togolais a pris toutes les dispositions nécessaires pour que ce scrutin soit transparent, crédible et accepté par tout le monde. Et sur l'apaisement du scrutin, naturellement, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de contestation violente post-électorale. Naturellement, une élection peut amener des contestations, mais ces contestations doivent être réglées par les voies légales qui sont prévues par les textes togolais. Alors, vous avez dit toutes les conditions nécessaires. Pourquoi avoir refusé l'envoi d'une mission d'observation de l'Église catholique à ce scrutin du 22 février? Nous n'avons pas refusé l'envoi d'une mission d'observation de l'Église catholique, du Conseil épiscopal Paix et Justice
à cette élection. Ce que nous avons fait, c'est d'appliquer les 3 critères qui sont indispensables à une mission d'observation et qui sont valables pour toutes les organisations qui demandent à observer les élections dans notre pays, qui sont reconnues internationalement. La première, c'est l'objectivité et l'indépendance vis-à-vis des acteurs politiques, la neutralité politique. L'Église a pris des positions, a eu des attitudes, a posé des actes qui, depuis 2017 à aujourd'hui, ont marqué son parti pris pour l'opposition dans cette élection. La seconde, le ministre de l'administration territoriale, mon collègue, a sollicité, comme pour toutes les organisations, les mécanismes de financement de cette opération précise, c'est-à-dire le déploiement de près de 10 000 observateurs sur 25 jours présents sur le territoire national, et l'Église ne lui a pas fourni les informations qu'il souhaitait avoir, mais que toutes les organisations ont fourni. Donc sur ces 2 éléments, naturellement, il n'était pas possible d'accorder à l'Église ce que nous avons exigé des autres. Nous ne pouvons pas, parce que c'est l'Église, accorder cela à quelqu'un qui ne remplissait pas les conditions. C'est la seule raison. Le reste relève d'une simple polémique qui n'a pas lieu d'être. Et pourquoi ne pas accorder à l'opposition sa demande de publication des résultats des scrutins, bureau de vote par bureau de vote? Précisément parce que nous appliquons pour l'élection depuis plusieurs années déjà un test qui est le code électoral togolais, qui est issu d'un consensus politique commun avec l'opposition. Et qu'une requête de cette nature, qui n'est pas prévue par les tests togolais, nécessairement doit faire l'objet d'une discussion législative et d'un nouveau consensus. La demande a été intervenue fin novembre pour une élection qui se prévoyait en février. Le Parlement était presque en fin de clôture de session parlementaire. Nous ne pouvons pas discuter de ces éléments-là qui impliquaient une élection. Et vous savez que dans le cas de la CEDEAO, on ne peut pas modifier unilatéralement les tests de la CEDEAO en matière électorale moins de 6 mois avant les élections présidentielles. Et donc, nous avons maintenu le consensus ancien qui a toujours servi jusqu'à maintenant à toutes les élections. Alors, le scrutin du 22 février va connaître une nouveauté, notamment avec un scrutin à 2 tours. Comment abordez-vous cela ? Avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'optimisme également. Vous savez, nous avons un candidat qui a de l'expérience. Nous sommes dans une sous-région qui est en trouble terroriste aujourd'hui, qui attaque un certain nombre de pays. Le Togo reste un pôle stratégique pour la sous-région ouest-africaine par son port, par sa position géographique qui dessert l'Interland, les pays de l'Interland. Et le président de la République a su jusqu'à maintenir la stabilité et la sécurité au Togo, indispensable pour toute la sous-région. Au-delà de cela, son bilan que nous évoquons sur le plan social, économique et politique parle pour lui. Il me semble que tous ces éléments montrent bien que c'est le président de la République qu'il faut pour le prochain mandat togolais. Et donc, Faure Gnassingbé a été naturellement désigné par l'ensemble des militants de son parti uni et nous avons bon espoir qu'il gagnera cette élection dès le premier tour. Et quels seront les grands changements de ce 4e mandat alors jusqu'à maintenant, les priorités se portent d'abord sur la préservation de la sécurité et de la paix, bénéfique pour le Togo, mais bénéfique pour tous les autres pays de la sous-région, nous l'avons évoqué. Le Togo présente également des atouts économiques fondamentaux qui sont utiles pour le Togo, mais aussi pour ces autres pays, notamment un port, des infrastructures qui ont été investies, sur lesquelles nous avons fait d'importants investissements. Et tous ces atouts-là seront renforcés. L'industrialisation du pays, de l'agriculture, avec les agropoles que nous avons lancés, également la création d'un certain nombre d'industries manufacturières sont mises en chantier actuellement, ils vont être poursuivis. Et puis le 3e pôle, c'est sur le développement humain. Développement humain sur lequel nous allons investir encore plus que ce qui a été fait. Pour vous donner un exemple, un ordre de grandeur banal. Aujourd'hui, le Togo a une couverture sociale des élèves du primaire à plus de 90%. Et que nous avons aujourd'hui une extension de la couverture universelle maladie à tous les secteurs, y compris au secteur artisanal, au secteur informel. C'est plus de 100 000 artisans qui sont couverts aujourd'hui et qui sont ciblés pour la période à venir. Et un pouvoir d'achat qui a été multiplié par 278% et un budget multiplié par 700%. Donc, quand on regarde ces chiffres, naturellement, pour nous, c'est un espoir que l'inclusion sociale et l'inclusion financière de la couche la plus faible pour nous, c'est le président de la République qui va les renforcer encore pendant le mandat à venir. Merci Monsieur Christian Trimois d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre togolais des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République. C'est moi qui vous remercie, madame. Les 2 régions anglophones du Cameroun ont un nouveau statut depuis décembre 2019 avec l'adoption du projet de loi sur la décentralisation. Et ces 2 régions ont connu le 6 février la première visite officielle depuis le début de l'année en zone anglophone du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, alors que la campagne électorale pour les législatives touche à sa fin. Un passage accueilli par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa.
Après son passage à Douala, dans la région du littoral, le Premier ministre Joseph John Gouté s'est rendu ce 6 février dans la région du sud-ouest, notamment dans les villes de Limbé et Buea. Après une descente remarquée sur le site du stade Omnisport de Limbé, où se tiendra dès le 4 avril le championnat d'Afrique des Nations, Joseph John Gouté a rejoint la ville de Buea, attendu par une foule de militants du RDPC. Une occasion pour le chef du gouvernement d'insister sur les avantages que confère le statut spécial accordé aux régions anglophones. Il n'est pas superflu d'affirmer que le statut spécial confère aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest le pouvoir de participer à l'élaboration de la politique nationale, notamment celle relative au système éducatif anglo-saxon et sur la question de la justice dans le système de common law. En prélude au double scrutin des législatives et municipales, prévu le 9 février, le Premier ministre Koma Douala a appelé les militants à un vote massif pour les listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région du Sud-Ouest. Les appels au boycott électoral et les diverses intimidations seront, selon le Premier ministre, sans effet. Je le sais et nous le savons tous qu'il y a eu des tentatives d'intimidation contre ceux qui souhaitent participer au vote. Je voudrais vous assurer de ce que toutes les mesures ont été prises afin de garantir votre participation avant, pendant et après ces élections. Le RDPC fera face à 3 partis d'opposition lors de ces élections locales dans la région du Sud-Ouest. Sur les 31 circonscriptions électorales que compte la région, le RDPC est le seul parti ayant présenté des listes, dont 17 d'entre elles. Également dans l'actualité, en Centrafrique, le procès de Bangassou impliquant les principaux chefs de guerre anti-Balaka a rendu son verdict ce vendredi 7 février. Après 3 semaines de procès, le général Pino Pino et Kevin Béré Béré ont été condamnés à de la prison et à des travaux forcés à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La trentaine d'autres combattants qui ont été jugés ont écopé de 10 à 15 ans de prison. Pour rappel, les violences qui avaient été commises à Bangassou ont été faites en 2017 au sud-est du pays et ont fait plusieurs dizaines de victimes, dont des casques bleus. La compagnie aérienne South African Airways est sous perfusion. Elle vient donc de réduire ses dépenses, raison pour laquelle la société a décidé de supprimer la quasi-totalité de ses liaisons internationales. Ce sont au total 8 lignes qui ne seront plus desservies. La compagnie sud-africaine espère ainsi renouer avec la rentabilité, sachant qu'elle n'a pas fait de bénéfices depuis 2011. Ange Nomenio. South African Airways n'ira plus dans 8 pays. Les liaisons qui vont vers Hong Kong, Sao Paulo, Guangzhou, Munich, Luanda, Entebbe, Abidjan et Accra seront définitivement supprimées. La compagnie aérienne veut réduire ses dépenses en cette période de crise financière. 3 autres lignes nationales seront également supprimées dans le pays. South African Airways n'a pas l'intention d'apporter d'autres modifications importantes au réseau. Les passagers et les agents de voyage peuvent donc être confiants quant à la réservation de futurs voyages avec South African Airways. Des programmes de rationalisation sont à l'étude pour les filiales ainsi que la vente d'actifs sélectionnés. South African Airways n'assurera plus qu'une liaison à l'échelle nationale, la ligne qui relie Johannesburg au Cap. Depuis 2011, la compagnie essaie de juguler la crise financière dans laquelle elle est plongée. Elle n'a enregistré aucun bénéfice et affiche une dette d'au moins 572 millions d'euros. Inévitablement, South African Airways, pour retrouver le cap, doit passer par un processus de restructuration. Cette compagnie-là, qui dans le temps était le fleuron parmi les compagnies africaines, a véritablement perdu de sa réputation. Entre scandales de gestion, faits de corruption et ingérence politique, il faut donc passer par un redressement. Et c'est l'initiative que veut entreprendre la nouvelle directrice intérimaire. La compagnie aérienne a déclaré que les passagers affectés par la fermeture des vols internationaux seront remboursés. Pour éviter la faillite, une procédure de sauvegarde de la compagnie a été initiée en décembre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.